Je n'ai jamais parlé de cette histoire. Pas en public. Pas dans mes articles. Pas dans mes conférences sur les théories oubliées. Je l'ai gardée pour moi, enfouie dans un coin de ma mémoire comme une pièce qu'on ne rouvre jamais. Mais voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas taire éternellement. Parce que la vérité finit toujours par exiger d'être entendue. Et parce que cette nuit-là, j'ai rencontré Tupac. Et il était déjà mort. C'était en septembre 2013. Je me souviens de la pluie fine qui tombait sur le pare-brise de ma voiture. J'avais roulé 3 heures depuis San Francisco pour atteindre cette portion de route oubliée entre Santa Rosa et Oakland. Un motel délabré, coincé entre un relais routier déserté et un vieux cinéma drive-in fermé depuis 1998. Le genre d'endroit qu'on ne voit jamais sur Google Maps, même en zoomant au maximum. Je me suis garé sous le seul lampadaire encore allumé. L'enseigne Stardust Motel clignotait, rouge sang, au rythme d'un cœur malade. À côté, des chambres identiques, alignées comme des cercueils, 101, 102, 103. Jusqu'à 108. La 106. C'est là qu'il m'attendait. Je m'appelle Thomas Larue. Je suis journaliste indépendant. Pas un de ceux qu'on invite sur les plateaux télé pour parler d'ovnis ou de manipulation politique. Moi, je m'occupe de ce qu'on appelle les marges du réel. Les histoires qu'on se raconte à voix basse. Les confidences anonymes. Les secrets qui ne s'écrivent que sur des forums cryptés, à 3 niveaux de profondeur du Darknet. C'est là, sur un vieux serveur de discussion abandonné, que G m'a trouvé. Son message était simple. Je sais où est Tupac. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Je ne pensais pas répondre. Mais il avait joint une photo. Une photo de Tupac Shakur, datée du 19 juillet 2002. On y voyait clairement le rappeur assis sur un mur en béton, quelque part sous les tropiques. Un t-shirt, Resist the System, qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Et surtout, un détail troublant. Le visage de Tupac portait une cicatrice qu'il n'avait pas en 1996. J'ai donc accepté le rendez-vous. Mais au fond de moi, je n'y croyais pas. Je pensais à un montage. Une supercherie. Une tentative d'arnaque. Mais en approchant la porte 106, un froid étrange m'a traversé le dos. Un de ces frissons qu'on n'explique pas. Pas à cause de la météo. J'ai frappé. 2 coups secs. Puis un plus léger. La porte s'est ouverte sans bruit. Et dans la pénombre, je m'attendais. Il était assis sur une chaise de bois, devant une table ronde où reposait une lampe halogène et un vieux magnétophone à bande. Grand, massif, la peau noire burinée par les années, les yeux cachés derrière des lunettes fumées. Il ne parlait pas. Pas tout de suite. Il m'a simplement désigné la chaise en face de lui. Je me suis assis. Pendant de longues secondes, il n'a rien dit. Il m'observait, comme s'il cherchait à lire quelque chose en moi. Puis il a parlé. « Tu veux savoir ce qu'il est devenu ? » »« Je veux la vérité, » ai-je répondu. Il a hoché la tête lentement. Il a ouvert un vieux classeur, jauni par le temps. À l'intérieur, des documents, des polaroïdes, des pages de notes écrites à la main. Et parmi eux, une photo imprimée sur papier thermique. Un visage que je connaissais trop bien. Tupac. Mais pas celui des clips. Celui d'après. Plus vieux. Plus marqué. Il regardait l'objectif avec une intensité glaciale. J'ai à murmurer. Il est vivant. Mais pas comme tu crois.
Je me suis penché. Mon cœur battait plus vite. Je voulais poser 1000 questions. Mais aucune ne sortait. J'ai assorti une cassette audio. Il l'a posée devant moi. J'ai tout enregistré. Mais tu dois voir quelque chose d'abord. Une vidéo. Il s'est levé, a branché un petit moniteur, inséré une vieille bande VHS dans un lecteur portatif. L'écran s'est allumé en noir et blanc, avec des lignes parasites. Et puis je l'ai vu. Tupac. Debout dans une cabane faite de tôle et de bois, quelque part dans la jungle. Il parlait. Lentement. En créole haïtien. Derrière lui, un homme semblait monter la garde. La vidéo durait à peine 27 secondes. Mais c'était lui. La gestuelle. La voix. Ce n'était pas un sosie. Et au fond de moi, une vérité s'est imposée, brutale, irrationnelle. Tupac Shakur n'était jamais mort. J'ai éteint le moniteur d'un geste brusque. Le silence retomba dans la chambre comme un drap humide. Je suis resté là, paralysé, le souffle court, incapable de trouver mes mots. Puis j'ai articulé, presque malgré moi. Où est-ce que cette vidéo a été tournée? J'ai m'a fixé. Tu veux aller au bout de ça, Thomas? Tu veux vraiment savoir? J'ai hoché la tête. Alors tu dois comprendre une chose, une fois que t'as mis un pied dedans, t'en ressors jamais tout à fait. Il a allumé une cigarette. Une Lucky Strike froissée. Il a tiré dessus lentement, les yeux perdus dans la fumée. Je bossais pour Death Row, ouais. J'étais là, dans les couloirs. J'ai vu les valises de cash. J'ai vu les deals. Et j'ai surtout vu ce qu'on n'était pas censé voir. C'est-à-dire, il a souri, sans joie. Ce que personne ne te dit, c'est que Tupac voulait tout plaquer. Il en avait marre. Il préparait une fuite. Il voulait quitter Suge Knight, Death Row, l'industrie. Mais il avait trop vu, trop dit, trop compris. Il écrasa la cigarette dans un cendrier fendu. Puis il s'est penché vers moi. Tu crois que c'était un drive-by comme les autres? Tu crois vraiment que ce genre de choses arrive par hasard? Il a sorti une vieille enveloppe Kraft, froissée et collante de sueur. Dedans, un document, confidentiel FBI Counterculture Surveillance, nom de code, Exit Black Star. Je l'ai lu en silence. Tupac Shakur n'était pas juste un rappeur gênant. Il avait été surveillé pendant des années. Par le FBI, la CIA, et une cellule obscure liée au département de la Défense. Des notes faisaient référence à des discours suspects, des contacts dans les ambassades, des flux financiers inconnus. Un paragraphe mentionnait une chose qui me glaça le sang. Candidat pour expérimentation B protocole, conscience, extraction, dissimulation volontaire. Cible instable mais au potentiel. J'ai à murmurer. Ils ont pas voulu le tuer. Pas au sens classique. Ils ont voulu le transférer. J'ai reculé sur ma chaise. Transférer quoi? Sa conscience. Tu parles comme un illuminé. Il s'est levé, a ouvert le minibar, en a sorti une fiole métallique. Il m'a servi un whisky tiède dans un gobelet plastique. Je sais. C'est ce que moi aussi je croyais. Jusqu'au jour où j'ai entendu sa voix dans un endroit où il ne devait pas être. Pas à la radio. Pas dans un docu. En direct. Où? Il m'a fixé intensément. Sur une île. Une île qui n'apparaît pas sur les cartes officielles.
pas dans les Bahamas. Pas au large de Cuba. Plus bas. Une île où d'autres, anciens, se cachent. Je me suis mis à rire. Un rire nerveux, incontrôlable. Mais Jay ne riait pas. Je peux t'y emmener, a-t-il dit. Mais si tu viens, il n'y aura pas de retour possible. Il a sorti une clé USB. Rouge sang. Dessus, un seul fichier texte, un numéro de vol, une date, une consigne. Rendez-vous 48 heures plus tard sur un aérodrome abandonné à l'est de Fresno. Je l'ai regardé. J'ai regardé la cassette. Et j'ai compris que je ne pourrais pas vivre sans savoir. Je me suis levé. J'y serai. Je suis sorti dans la nuit. L'air était lourd, saturé de cigales et d'humidité. Mon cœur battait comme un tambour ancien. Et au fond de moi, je savais déjà. Ce que j'allais découvrir allait me hanter jusqu'à la fin de mes jours. 48 heures plus tard, j'étais là. Pas à un aéroport. Pas à une base militaire. Juste, un champ. Un terrain vague au milieu des collines, brûlé par le soleil et bordé de vieux conteneurs rouillés. Il était 4h12 du matin. La brume rampait sur le sol comme une bête vivante. Et au milieu du silence, le bourdonnement sourd d'un moteur à hélice. Un petit avion biplace surgit de la nuit. Jay en descendit, calme, silencieux, comme s'il avait toujours su que je viendrais. Il me fit signe. Monte. Je n'ai pas hésité. Pas parce que je n'avais pas peur. Mais parce que j'étais déjà trop loin pour reculer. Le vol dura 6 heures. Pas de GPS. Pas de contact radio. Juste le vrombissement constant et une carte déchirée sur les genoux de Jay. Nous avons survolé l'océan, franchi un rideau de nuages denses, traversé une zone interdite sur les cartes météo. Et là, au milieu de rien, une île apparut. Toute petite. Couleur cendre. Entourée de récifs, comme un mur naturel. Pas de port. Pas de piste. Jay a amorcé la descente. Nous avons améri sur un petit bras de mer, à bord d'un canot gonflable tiré de la soute. Sur le rivage, une silhouette nous attendait. Un homme. Grande taille. Capuche noire. Bras croisés. Le visage masqué par l'ombre. Mais il n'y avait pas besoin de voir ses traits. Je savais. Mon cœur s'est figé. Chaque cellule de mon corps criait l'impossible. L'homme a levé la tête. Et d'une voix rauque, comme sortie d'un rêve oublié, il a dit : « Tu sais déjà qui je suis. » Je n'ai rien répondu. Je n'ai pas pu. Parce que Tupac Amaru Shakur se tenait là, vivant, plus vieux, plus calme, mais toujours aussi magnétique. Il m'a conduit à travers la forêt. Pas un mot. Juste le bruit de ses pas et le chant d'oiseaux que je n'avais jamais entendu. Pas des cris d'animaux, des sons presque humains. Le chemin s'enfonçait dans la jungle. Des cabanes, des torchers. Un village étrange, hors du temps. Je voyais des gens. Certains très vieux. D'autres jeunes. Tous avec ce même regard, celui de ceux qui ont disparu, mais qui n'ont jamais été oubliés. Un homme aux traits familiers me croisa. Il portait des lunettes noires et une veste rouge. J'ai cru rêver. C'est Michael Jackson. Tupac m'a jeté un regard énigmatique. Ce n'est pas le nom qui compte ici. On s'est assis dans une cabane faite de bois brut. Des murs tapissés de photos brûlées. Des cartes anciennes. Des symboles occultes.
Tupac me servit une boisson amère dans une coupe taillée dans un os. Il me fixa. Et enfin, il parla. T'es pas venu chercher une preuve. T'es venu chercher une réponse. Je n'ai rien dit. Il avait raison. Je suis mort, ouais. Mais pas comme tu crois. Il m'a parlé de 1996. De Vegas. Du convoi. De la BMW noire. Ce n'était pas un règlement de compte. C'était une extraction. Une mise en scène. Une opération conjointe entre des factions de l'industrie, du gouvernement, et d'un autre groupe, plus ancien. Quel groupe? J'ai demandé. Ils se font appeler The Nine. 9 familles. 9 pactes. 9 consciences. Tupac me parla de rites. De substances. D'un procédé de transfert psychique. Mon corps est resté là-bas. Ma conscience, elle, a été déplacée ici. Volontairement. Pour échapper à ce qu'il m'avait préparé. Je le regardais, incapable de savoir si j'étais en train de vivre la révélation du siècle, ou un épisode psychotique prolongé. Mais rien en moi ne disait que c'était faux. Pourquoi me montrer tout ça? Pourquoi moi? Tupac sourit. Parce que t'as encore un pied dehors. Et qu'il faut que quelqu'un se souvienne. La nuit tomba rapidement sur l'île. Il n'y avait pas de lampadaire. Pas d'électricité. Juste des torchers, des bougies, et ce feu étrange au centre du village, qui ne semblait ni chaud ni réel. Tupac me fit signe de le suivre vers une autre cabane, plus grande, construite avec des pierres noires qu'on aurait dit taillées à la main. Des symboles étaient gravés dans les murs. Des cercles, des spirales, des chiffres anciens, et un œil, toujours cet œil. À l'intérieur, l'air était lourd. Une odeur de musc, de cire fondue, et de sang sec. Il y avait là 4 autres personnes. Aucun ne parlait. Ils me fixaient, comme s'ils savaient déjà qui j'étais, ce que j'étais venu chercher, et ce que je ne devais pas découvrir. Tupac s'est installé au centre, devant une table recouverte d'un tissu rouge. Cette île, me dit-il, c'est une fracture dans le monde. Un interstice. Un entre-deux. Ceux qu'on croit morts, certains sont passés ici. Pas tous. Pas toujours. Mais certains. Je l'ai interrompu. Michael Jackson, il est ici? Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu ne veux pas vraiment connaître la réponse à cette question. Parce que ceux qui savent, ne dorment plus. L'un des hommes dans la pièce a posé devant moi une grande boîte rectangulaire, en métal noir. Elle vibrait faiblement. Ce que tu vas voir, dit Tupac, ne doit pas sortir de cette île. Mais tu dois le voir. Parce que le monde oublie. Et parce qu'ils vont revenir. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bande magnétique, un enregistreur, et une enveloppe portant un symbole en spirale inversée. Ceci est la mémoire. Pas celle de mon passé. Celle de ce qu'ils m'ont fait vivre. Des jours, des semaines, où j'étais, ailleurs. Pas en vie. Pas mort. En attente. Il lança l'enregistrement. Et ce que j'ai entendu, ne ressemblait à rien de connu. Pas une voix. Pas des mots. Des fréquences. Des murmures inversés. Des sons comme des battements de cœur passés à travers un tunnel. Et parfois, ma propre voix. J'ai blêmi. Comment? Tupac répondit calmement. Parce que ce n'est pas un lieu. C'est une boucle.
Une mémoire qui contient d'autres mémoires. Je suis sorti de la cabane, tremblant, perdu. Le ciel au-dessus de moi tournait lentement, comme une lentille en mouvement. Je n'avais plus de repères. Ni temporel, ni physique. Je suis tombé à genoux devant le feu central. Et j'ai compris pourquoi personne ne revenait de cette île avec des preuves. Parce que cette vérité n'était pas faite pour être ramenée. Tupac s'est approché de moi. Il m'a tendu une cassette. Une cassette ordinaire, mais avec son nom gravé au dos, 2 pas et chaud. Tu veux raconter mon histoire? Fais-le. Mais sache que certains mots réveillent des choses qui dorment. Il a posé sa main sur mon épaule. Et une fois réveillées, elles ne se rendorment jamais. Le lendemain matin, si c'était bien le matin, car le soleil semblait ne pas se lever tout à fait sur cette île, je m'attendais sur le rivage. Il ne parlait pas. Il m'a simplement tendu la main pour m'aider à monter dans le canot. J'avais la cassette dans la poche intérieure de ma veste. Elle semblait lourde. Comme si elle contenait bien plus que du son. Durant tout le trajet retour, personne n'a prononcé un mot. Le moteur ronronnait comme une bête fatiguée. Et l'océan était d'un calme surnaturel. À chaque vague, je m'attendais à ce que l'île disparaisse à jamais derrière moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En me retournant une dernière fois, il n'y avait plus rien. Pas de rivage. Pas de jungle. Pas même une ligne d'horizon. Nous avons atterri dans le même champ qu'à l'aller. Il faisait encore nuit. Ou peut-être, toujours. J'aime à regarder. Tu l'as vu. Maintenant tu portes ce qu'il t'a laissé. Et j'ai tenté de lui poser une question, la seule qui me hantait encore. Pourquoi moi? Il a haussé les épaules, puis souri. Parce que t'étais prêt à regarder ce que d'autres refusent de voir. Puis il est monté dans l'avion et a disparu dans la brume. Comme s'il n'avait jamais existé. Je suis resté là, seul, avec la cassette. Je ne l'ai pas écouté tout de suite. J'ai roulé jusqu'à chez moi. J'ai fermé les volets. Éteint mon téléphone. Débranché Internet. Je ne savais pas pourquoi, mais mon instinct me disait « Protège-toi ». Ce n'est que 2 jours plus tard que j'ai sorti mon vieux magnétophone. Je l'ai branché. Inséré la cassette. Appuyé sur play. Et à ce moment précis, toutes les lumières de mon appartement ont vacillé. Puis plus rien. Silence. La bande a tourné, muette, durant 10 minutes. Puis un son a surgi. D'abord faible. Presque un murmure. Puis, ma voix. Pas une voix enregistrée. Ma voix, en train de dire des choses que je n'ai jamais dites. Des phrases précises. Datées. Des détails sur ma vie, sur ma famille, sur des souvenirs enfouis que même moi j'avais oubliés. Puis une autre voix. Celle de Tupac. Pas comme dans les disques. Plus lente. Plus grave. Comme s'il me parlait, depuis un endroit où le temps ne passe plus. Tu m'as vu, Thomas. Maintenant, ils te verront aussi. J'ai arraché la prise du magnétophone. La cassette a continué à tourner. Sans électricité. Sans source. Et dans le silence, j'ai entendu un souffle. Juste derrière moi. Je me suis retourné. Il n'y avait personne. Mais je savais. Je n'étais plus seul. Depuis ce jour, je ne suis plus le même. Je n'ai jamais publié cet article. Je n'ai jamais mentionné l'île. Ni la cassette. Ni j'ai.
J'ai quitté le journalisme. Vendu mon appartement. Je vis dans un endroit reculé, sans nom. Un ancien phare désaffecté, quelque part sur la côte ouest. Mais parfois, la nuit, lorsque le vent souffle à travers les fenêtres brisées, je l'entends. Sa voix. Pas dans mes rêves. Pas dans ma tête. Dans mon salon. Il me parle. Pas en mots, mais en images. Des scènes que je n'ai jamais vécues, mais que je ressens dans la chair. Des souvenirs qui ne sont pas les miens, mais qui s'imposent comme une seconde mémoire. Des fragments. Une table rouge. Des symboles sur une peau. Un rire dans l'obscurité. Un enregistrement qui recommence à chaque pleine lune. Et cette phrase qui revient, encore et encore. Ce que tu racontes ne t'appartient plus. J'ai essayé de brûler la cassette. Elle ne brûle pas. J'ai tenté de la briser. Elle s'est recomposée. J'ai voulu l'enterrer au fond d'une falaise. Le lendemain, elle était revenue sur mon bureau. Toujours intacte. Toujours là. Et puis, il y a eu ce message. Sur un vieux répondeur que je n'utilise plus. Une voix, celle de ma mère, morte depuis 1999. Il est toujours là, mon fils. Mais tu dois le laisser parler. Depuis ce jour, je n'écoute plus la radio. Je n'utilise plus de téléphone. Et je ne dors plus très bien. Je ne suis pas fou. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vécu. Et je sais que De Pâques n'est jamais parti. Il a juste changé d'endroit. Pas sur cette terre. Pas dans l'au-delà. Mais entre les deux. Et maintenant que je vous ai tout dit, posez-vous la question. Quand vous entendez une vieille chanson de Tupac, quand vous croisez son regard sur une photo, quand vous ressentez ce frisson, sans raison, est-ce que c'est un souvenir? Ou est-ce qu'il vous parle à vous aussi?